Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vous explique un petit peu comment est venue l'idée de ce webinaire-là de ce soir. L'idée, elle est venue du projet Pediaco. À la suite du projet Pediaco et l'URPS chirurgien dentiste et l'URPS sage-femme ont pu prendre conscience que c'était intéressant de communiquer. Et puis, ça a permis de mettre en avant le besoin des chirurgiens dentistes de partager des informations auprès des sages-femmes, des informations qui pourraient être utiles à transmettre à leurs patientes. Et puis, on s'est aussi rendu compte que les sages-femmes exprimaient un besoin d'avoir des connaissances plus approfondies dans le domaine bucco-dentaire pour accompagner mieux leurs patientes. Voilà un petit peu l'objet. Voilà, je vais laisser la parole à Charlotte Connor, qui est chirurgien dentiste à Nantes. Je vous dis juste, il vous sera envoyé un questionnaire de satisfaction demain matin, je pense, Amandine, c'est ça, hein? Oui, oui, Voilà. oui. Et nous serions très heureuses que vous preniez le temps d'y répondre parce que nous, ça nous permet aussi de savoir quelles sont vos attentes, comment on peut y répondre. Voilà. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à Charlotte parce que elle a plein de choses à nous dire, donc on ne va pas perdre de temps. Voilà. Charlotte, je te passe la parole. Très bien. Bon, bah, bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas si on n'est qu'une équipe féminine ou pas. Non, il y a Arnaud, donc super. Bonjour à tout le monde. Donc, Charlotte Connor, je suis chirurgien dentiste à Nantes et aussi maman de deux petits loulous de 3 ans et 1 an, ce qui fait que je me suis intéressée un peu plus à la santé bucco-dentaire des enfants depuis 3 ans, hein, globalement. Et on s'est rendu compte que c'était une période où on avait peu de connaissances. Même nous, par exemple, à la faculté, on n'avait même pas de cours sur cette période-là. Donc voilà, donc on s'est dit que c'était quand même intéressant de parler ensemble que ce soit avec les sages-femmes, que ce soit aussi avec les kinés, avec les ostéopathes, voilà, de cette période qui est importante, surtout sur les 1000 premiers jours. Je pense que ça a tout un intérêt pour vous d'avoir des bases parce que vous êtes quand même les premiers interlocuteurs et interlocutrices des femmes enceintes. Voilà, donc on a 1 heure et demie à peu près pour parler de tout ça. C'est bien trop peu. Mais s'il y a besoin de creuser des sujets, voilà, on verra par la suite. Moi, je serai disponible pour des questions. N'hésitez pas, je pense que c'est Amandine qui doit avoir les questions, peut-être. Je ne vais peut-être pas pouvoir les voir. Voilà, n'hésitez pas à réagir pendant, si vous voulez que je développe un peu plus un sujet qu'un autre, faudra pas hésiter. Hop, là, je lance le partage d'écran. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Ouais, ça a l'air d'être bon. Super. Donc, on va commencer. Moi, je fais partie d'une association qu'on appelle l'UFSBD, donc l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est une association créée par des dentistes, composée de dentistes, avec quelques salariés quand même pour toute la partie organisationnelle. On intervient de la crèche à l'EHPAD. Globalement, j'ai l'impression qu'on couvre à peu près tout le monde. Donc voilà, on a eu des programmes là avec la ville de Nantes l'année dernière en crèche qui était très intéressant avec formation du personnel de la petite enfance. On a formation du personnel dans les EHPAD aussi avec mise en place d'une application mobile pour prendre en photo la bouche des résidents. Enfin, c'est vraiment très varié. Et là actuellement, par exemple, on est dans les écoles, donc on intervient dans les zones REP. Sur Nantes et la périphérie. C'est pas une période qui est très gaie parce qu'on voit vraiment les impacts de la petite enfance sur les dents, avec des écoles où on a 100% d'enfants ayant des caries. C'est possible. Donc, ça fait quand même mal au cœur, hein, voilà. Donc, nous, c'est vraiment le but, c'est de faire de la prévention et d'amener nos messages clés dans les écoles, dans les crèches, dans les entreprises si on nous demande, dans
dans différents instituts, voilà. Donc, faut pas hésiter même à nous solliciter si vous avez besoin d'informations. On verra après, mais il y a un site qui est fait aussi pour, euh, pour les professionnels et le public en général. Quel est votre rôle à vous là-dedans? Qu'est-ce que vous venez faire? Et ben, en fait, vous allez être les premières personnes qui vont voir les futures mamans au premier trimestre. Parce qu'en fait, nous, on ne les verra pas. Déjà, le temps de prendre rendez-vous, le temps d'avoir le papier, vous verrez après qu'il y a un petit papier pour un bilan bucco-dentaire. On ne verra pas les mamans sur tout le début de la grossesse. Généralement, on les voit, c'est à 6, 7, 8 mois, voire une fois qu'elles ont accouché. Donc, il y a sûrement des questions qu'elles ont et qu'elles ne pourront pas nous poser ou qu'elles n'oseront pas nous poser. On n'est quand même pas la profession où les patients viennent avec le plus de joie. C'est souvent avec de la réticence, c'est souvent un endroit où on a envie que ça se passe vite et voilà. Donc, donc on travaille là-dessus, hein, bien évidemment, pour faire en sorte que la consultation soit un moment plutôt agréable. Mais on a malheureusement des fois des délais, on a malheureusement un timing à tenir et on ne va pas avoir la possibilité de faire tout ce qu'on voudrait avec les futures mamans, de développer tous les sujets. Donc, vous pouvez intervenir, répondre à leurs questions, même après nous les poser s'il y a besoin. Voilà, donc vous êtes vraiment les premières personnes qui vont intervenir et vous pouvez aussi faire la promotion de la santé bucco-dentaire auprès des futures mamans parce que nous, quand elles viennent en rendez-vous, elles vont ressortir la tête grosse comme ça, on va leur dire plein de choses et ça peut vous permettre d'avoir l'occasion de reprendre avec elles différents sujets. Le but, en fait, c'est vraiment de voir s'il y a des comportements à risque déjà chez la femme enceinte, parce que ça va avoir une incidence, ça peut avoir une incidence sur la grossesse, ça peut avoir une incidence sur l'accouchement, ça peut avoir une incidence après sur le futur bébé qui va venir, parce que lui, quand il va naître, il n'a rien demandé, mais si les mauvaises habitudes sont là, elles vont se retranscrire sur lui. Donc voilà, et puis voilà, prendre en compte le fait que la santé bucco-dentaire, c'est important, c'est vraiment relié à tout le corps, donc c'est vraiment important. On va commencer par des basiques, voilà. Donc je ne vais pas forcément tout développer, mais on va voir un petit peu une carie, une maladie de gencive, etc. Déjà, les dents, ça sert à quoi? Ça sert à manger, parler, sourire. En ce qui concerne le fait de manger, tout le monde sera d'accord à peu près pour dire que oui, c'est la première réponse qu'on donne, une dent, ça sert à manger. Mais en fait, on a un peu oublié parce que qui mastique vraiment 15 à 20 fois avant d'avaler? Peu de monde. Et le problème, c'est que cette mastication, elle est importante. Elle est importante pour le développement de la mâchoire, elle est importante pour avoir la sensation de satiété, elle est importante pour sentir vraiment le goût des aliments. Et le fait de gober, d'avoir des aliments très faciles à manger, ça va avoir plusieurs répercussions. Par exemple, ça peut avoir des répercussions sur la prise de poids, ça peut avoir des répercussions sur le besoin d'orthodontie par la suite. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont besoin d'orthodontie. Moi, je suis passée dans une école la semaine dernière, c'était sur 25 enfants, il y en avait 10 qui avaient besoin d'orthodontie en urgence à 6 ans. Quand je dis urgence, c'est qu'il y avait un trouble au niveau de la mastication, au niveau du placement des dents, qui était vraiment à prendre en charge très très rapidement, sachant que les délais sont de 1 an environ. Donc voilà, donc les dents, oui, ça sert à manger. Et d'ailleurs, la photo n'est pas du tout représentative de la suite parce que justement, le petit pot et la cuillère, si on pouvait éviter dans la mesure du possible, ce serait bien. Ça sert aussi à parler. La langue vient taper contre les dents, c'est sa cage, c'est son repère, donc ça sert à parler. Et il y a le côté esthétique du sourire qui est aussi très important. Donc voilà, l'intégration, c'est sûr qu'avec une dent en moins, avec des dents noires, avec des troubles, ça peut jouer sur l'estime de soi et le bien-être de la personne dès le plus jeune âge, parce que les enfants ne sont pas tendres entre eux. Les dents baignent dans la salive. Je ne sais pas si vous voyez bien toute la diapo, ou si vous avez... si, en entier, d'accord. Les dents baignent dans la salive. La salive, elle a un rôle. On produit 1 litre, 1,5 litre de salive par jour.
c'est que justement, c'est très très important. Donc tout ce qui est médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, il y en a qui peuvent jouer sur la quantité de salive. Vous, ça peut vous faire un signal d'alerte. Par exemple, ah, cette maman-là, cette future maman, elle est sous anxiolytique, sous antidépresseur. Euh, on peut juste vous poser la question, est-ce que vous avez la sensation d'avoir la bouche sèche? Parce que cette salive, elle va avoir un rôle antibactérien, elle va permettre d'intégrer le bol alimentaire pour pouvoir avaler par la suite. Elle va permettre de remonter le pH de la bouche après avoir mangé. Elle va avoir un rôle de nettoyage des dents. Donc, elle est vraiment très importante. Et quelqu'un qui a moins de salive, eh ben, va falloir qu'il hydrate plus souvent sa bouche, boire de l'eau en petite quantité, voire prendre des substituts salivaires si vraiment c'est trop important. Alors, il y a soit les médicaments, il peut y avoir aussi tout ce qui est cancer avec des rayons qui ont attaqué les glandes salivaires aussi. Donc, les glandes salivaires, on en a une principale là, on en a ici, on en a sous la langue aussi. Qu'est-ce qu'une dent? Alors, hop, là, je prends celle-ci aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, c'est flouté. Hop, donc une dent, elle est composée de différentes parties. On a la partie blanche qui entoure la dent, qui est la partie la plus dure de tout le corps, c'est l'émail. L'émail, c'est vraiment la partie la plus dure. Quand un corps brûle, il reste les dents. En fait, quand un corps se décompose, il reste les dents. Donc vraiment, l'émail, c'est la partie la plus dure de tout le corps, c'est la couche de protection de la dent et c'est pas innervé. Donc tout ce qui va toucher l'émail, on ne sentira pas cette partie-là. Il va falloir que ça arrive dans la couche d'après, qui est la dentine, qui est ici, qui en fait est percée de plein de tubuli, de tunnels, dans lesquels on trouve des ramifications nerveuses. Donc la dentine, elle va avoir une sensibilité au fur et à mesure que, par exemple, la carie progresse, ça va être de plus en plus sensible. Et après, ici, on a la partie vivante de la dent qui est composée de nerfs, de vaisseaux sanguins, qui est la pulpe, alors le cœur de la dent, vraiment la partie vivante, et qui, au bout de ses racines, est reliée à tout le reste du corps. Donc, tout ce qui peut toucher une dent peut avoir une influence sur le reste du corps. Tout ce qui peut toucher le corps peut avoir une influence sur les dents. Et alors, attendez, là, voilà. Et sur la photo, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais sur la photo, on a une carie. Par exemple, là, on va voir comment ça se développe, mais on a une carie là qui a commencé dans l'émail et qui s'est développée après dans la dentine pour se rapprocher du nerf. Et on peut voir aussi que les dents sont incluses dans l'os. Donc, il y a sous la gencive, on a l'os. Même si on passe la langue au niveau de la gencive, on peut voir les bosses qui sont les bosses des racines, en fait. Hop là. Comment ça se présente chez un enfant? Un enfant, il va avoir 20 dents de lait qui vont s'installer généralement de 6 mois à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça dépend des enfants. Évidemment, vous voyez l'ordre d'apparition des dents, c'est totalement aléatoire. Il y a des enfants qui vont avoir les canines en premier, il y a des enfants qui vont avoir les molaires en premier, il y a des enfants qui vont avoir, souvent c'est les incisives du bas quand même, puis après celles du haut, puis après les latérales. Mais des fois, ça le fait un peu n'importe comment. Moi, j'ai déjà vu un bébé qui avait une canine en premier. On a même des bébés qui naissent avec des dents. Ça arrive. Alors, ces petits loulous-là, s'ils naissent avec des dents, ça vaut quand même le coup de faire le point parce que ça peut quand même gêner la mise en place d'un allaitement, par exemple, parce que personne ne se connaît, ni la maman ni le bébé. Déjà, un allaitement à mettre en place sans les dents, c'est pas simple, mais alors avec des dents, c'est encore moins simple. Ça peut être des dents surnuméraires, donc qui sont à enlever si c'est le cas. Voilà, un bilan est nécessaire si le petit bébé naît avec des dents. Donc voilà, mais généralement, ça commence vers 6 mois. Enfin, ça sort vers 6 mois, ça commence à faire mal bien avant. Et ça continue, il y a des poussées jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. On considère qu'à partir de 18 mois, s'il n'y a pas de dents, il faut s'inquiéter. Mais en fait, s'inquiéter, oui, aller voir le dentiste, ok, mais globalement, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est-à-dire que si déjà l'enfant est coopérant, on pourra regarder dans la bouche. Et ensuite, s'il n'y a pas de dents en place encore, soit on dit d'attendre, au moins on a un pied dans le cabinet, mais on dit d'attendre et de suivre l'évolution. Si on peut faire une radio, s'il y a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, on pourra voir s'il y a des dents, s'il y a quelque chose qui gêne, ça existe d'avoir une tumeur malheureusement qui peut gêner la poussée, ça existe qu'il n'y ait pas de dents. On a eu un cas à la fac d'une maman qui est venue nous expliquer que son enfant n'avait pas de dents, ni de dents de lait, ni de dents définitives. Le plus dur dans l'histoire, c'est qu'elle l'avait appelé Adam. Bon, ça, c'était vraiment la partie dure.
Et toute sa vie, lui, il est amené à avoir des prothèses qui évoluent parce que si on met une prothèse qui bloque la croissance de la mâchoire, bah, elle ne peut pas grandir. Donc voilà. Donc, vers 18 mois, s'il n'y a pas de dents, on consulte. Et après, nous, on voit en fonction de la situation. Ça ne m'est jamais arrivé, heureusement, parce que c'est quand même pas des situations qui sont simples à gérer. Et le but est d'arriver à 32 dents définitives. Donc, toutes ces dents de lait-là, elles vont tomber à un moment. Elles tombent parce qu'on a la dent définitive qui vient aller grignoter la racine de la dent temporaire. Quand il n'y a plus de racine, il n'y a plus de support, ça tombe. Et elle vient prendre la place de la dent définitive. À savoir que au niveau des dents de lait, on a des incisives, des canines et des molaires. Ne dites pas prémolaires de lait, il n'y en a pas. Et ce sont les molaires de lait qui sont remplacés par les prémolaires définitives. Le but, après, à la fin, c'est d'avoir 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires, 12 molaires. Dans les 12 molaires, on compte la dent de sagesse qui pousse vers 18 ans, mais qui peut pousser à 40, à 45, à 60. On voit un peu de tout, qui est vraiment une dent un peu extraterrestre. On ne sait pas combien de racines elle a, on ne sait pas à quoi elle ressemble, ça dépend des personnes. Donc voilà. Au niveau des dents, va y avoir une première tournée de chute de dents qui sont les incisives vers 6-7 ans à peu près. Et après, on aura les 12 dents qui restent qui vont tomber un peu plus tard. La petite souris passe plus pour les 12 dents qui restent, donc c'est pas mal. Mais elle passe pour les 8 premières. Donc voilà. Euh, Normalement, vers 12 ans, il n'y a plus de dents qui tombent. Alors, ça arrive d'avoir des retards, bien évidemment, parce que la dent définitive a mal noté la dent de lait, etc. Et il faut savoir que les molaires définitifs qui vont pousser au fond sont directement des dents d'adultes. C'est-à-dire que la première molaire qui va pousser, la molaire définitive, elle n'a pas de dents de lait avant, elle pousse directement en dents d'adultes. Donc à 6 ans, oui, il y a des dents qui poussent au fond et il faut en prendre soin directement parce que voilà, ce sont des dents définitives. Après 12 ans, ça pousse et après les dents de sagesse. On nomme les dents, nous, avec des numéros. En fait, on va prendre ce côté-là, qui est le numéro de la 11 à la 18, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En haut à gauche, de la 21 à la 28. En bas à gauche, de la 31 à la 38. Et en bas à droite, de la 41 à la 48. Voilà. Ça nous évite à chaque fois de répéter l'incisive du haut définitive centrale à droite. Parce que quand même, on dit la 11, c'est plus simple. Si vous entendez des numéros, c'est ça. Généralement, si on fait un courrier, on essaye comme d'expliquer. Et au niveau de l'éruption des dents, eh ben, c'est pas un moment sympa. C'est-à-dire qu'à 18 ans, ça peut faire mal, mais en fait, ça fait mal quand on est bébé aussi. Et il peut pas trop l'exprimer, ce petit loulou. Il peut être un peu grognon, mais c'est vrai que il paraîtrait que la douleur chez un adulte, cette douleur de poussée dentaire, serait quand même très difficilement acceptable. Donc, bah, ça fait mal. C'est un petit bébé qui va avoir besoin de mordiller. Donc, il faut le laisser mordiller vraiment. Ça le soulage. C'est comme quand on a un bleu, j'appuie dessus. Bah, en fait, à un moment, ça active les fibres proprioceptives et je n'ai plus mal. Bah, c'est pareil sur les dents. En fait, quand on dit qu'il faut masser les gencives, il faut vraiment masser. C'est-à-dire vraiment appuyer dessus, pas caresser. Caresser, c'est un bleu qu'on effleure, ça fait mal. Appuyer dessus, oui, là, ça fait du bien. Encore plus avec du froid, bien entendu, là, ça soulage vraiment. Donc, c'est un bébé qui va avoir besoin de sucer, qui va vraiment mâchouiller, mâchouiller, mâchouiller. On lui donne des choses, bien entendu, prévues pour être mâchouillées. Voilà. Et puis, ça a un effet, alors, au niveau de la sphère ORL, d'inflammation, ça peut donner des otites. Et aussi au niveau d'acidité, au niveau des selles. Donc, on a souvent les fesses rouges. Voilà. Donc, il existe des solutions, mais pas de solution miracle. On passe tous par là. Pas de solution miracle. La calinothérapie, ça marche pas mal. L'allaitement pour les bébés allaités, c'est quand même assez magique aussi. Ce qui peut être bien, alors c'est vrai que c'est les petites grignoteuses. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est. C'est une sorte de petite tétine. On peut mettre des aliments dedans, ça rassure les parents pour les morceaux. Moi, ça, pour la diversification, je ne le conseille pas, mais pour les poussées dentaires avec un petit glaçon de fruits ou un petit glaçon de lait maternel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bébés que ça soulage. Donc voilà, et masser avec ou sans baume, en fait, avec du froid, on peut tremper le doigt dans du froid, voilà, dans de l'eau très froide, et puis on masse. Par contre, on va éviter de donner des biscuits, du pain dur.
Alors, je suppose que vous avez déjà vu un bébé de moins d'un an avec du pain dans la bouche. Moi, la première, je pense que j'en ai donné. C'est vraiment sous surveillance parce qu'en fait, si un morceau se détache, ça peut soit entraîner un réflexe d'étouffement, enfin un étouffement même, soit gêner le bébé en fait. C'est-à-dire qu'après, il va avoir un rejet parce que ça l'a gêné vraiment pendant un moment. Et le pain dur, c'est vrai que c'est pas conseillé de le donner. Au niveau des biscuits, c'est souvent qui sont sucrés. Donc, pareil, on évite. Oui. Oui, Charlotte, j'ai une petite question. Donc, il y a une question par une sage-femme qui demande pourquoi le changement de pH, bonjour, pardon, le changement de pH est lié à quoi sur cette période? Et bah, très bonne question. Ils savent pas encore, en fait. Ils n'arrivent pas à déterminer vraiment le lien vraiment de la poussée dentaire avec les fesses rouges, en fait. C'est ça, hein, c'est pour ça hein, la question. D'acidité, je pense que c'est pour ça. Et en fait, ils n'arrivent pas à déterminer, ça serait des cytokines pro-inflammatoires qui feraient que bah, en fait, ça passe au niveau du système digestif et ça fait que les selles sont un peu plus acides. Voilà, mais c'est pas encore déterminé vraiment. Euh, les colliers d'ambre à éviter vraiment, vraiment, vraiment. L'effet n'a pas été prouvé. Même si l'effet placebo, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a pas été prouvé et c'est surtout qu'il y a un gros risque d'étouffement du bébé. Enfin, un bébé qui dort avec un collier d'ambre, c'est non. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc voilà, frotter avec un sucre. Alors c'est un remède de grand-mère. Essayez de vous frotter une gencive inflammatoire avec un morceau de sucre. Alors oui, ça aide à percer la gencive, ça fait quand même sacrément mal. Au-delà du fait que ce soit du sucre, ça fait quand même assez mal. Bien sûr, si moindre souci, si ça se prolonge, etc., bah, on consulte, hein, bien entendu, s'il y a de la fièvre, s'il y a quelque chose associé, on consulte. Au niveau des dents, on va avoir différentes pathologies. Il faut déjà savoir que la dent, elle est intégrée dans un système global, c'est-à-dire que la dent, elle est intégrée dans le corps. Et oui, tout ce qui touche le corps peut avoir un impact sur les dents, tout ce qui touche les dents peut avoir un impact sur le corps. Il y a quand même des actes dentaires. Par exemple, là, c'est une dent qui est infectée. Si la personne a certaines pathologies cardiaques, on n'a pas le droit de soigner la dent, on doit l'extraire. Si on la soigne, il y a un risque de mort pour la personne, quand même. Donc c'est vrai que quand on a des personnes qui arrivent chez le dentiste qui disent non, mais je prends tel médicament, mais ça ne vous concerne pas, bah, c'est à moi de décider si ça ne me concerne pas. Pas à eux, en fait. Parce que oui, des fois, ils pensent juste pas que ça nous concerne, mais ça nous concerne. Ou un diabète qui est là depuis tellement longtemps que la personne, elle nous dit, bah oui, non, ça va, j'ai rien. Bah si, un diabète, ça a un effet sur les gencives, sur la maladie parodontale, sur... voilà. Donc tout ça, oui, c'est un lien. Donc vraiment très important, nous, qu'on connaisse l'état de santé de la personne pour pouvoir prévenir certaines pathologies au niveau des dents. Ou même expliquer des pathologies. Quelqu'un qui a une sinusite chronique, ça peut lui faire mal aux dents. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs choses. Donc, les maladies qui existent, que ce soit la maladie carieuse ou la maladie de gencive, alors il y a une autre maladie qui est l'érosion. L'érosion, c'est pas une carie, c'est vraiment l'attaque acide sur une dent. Donc, quelqu'un qui a du reflux, on va en parler un petit peu après. Les dents sont malades pour plein de raisons. C'est-à-dire que quand on arrive chez le dentiste et qu'on dit ah oui, mais c'est parce que hier c'était Halloween, j'ai mangé plein de bonbons. Eh ben non, c'est pas juste parce que hier c'était Halloween, c'est parce que avant-hier ça devait être Halloween et avant-avant-hier ça devait être Halloween aussi. C'est une attaque répétée dans le temps et c'est vraiment un facteur qui va être important. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un écart une fois qu'il va y avoir un souci. Pas du tout. C'est vraiment attaque répétée sur un terrain qui peut être plus ou moins fragile, associé à de la plaque dentaire, on va voir juste après ce que c'est, et avec, par exemple, au niveau de l'alimentation, bah, peut-être un apport sucré ou acide un peu plus important que le voisin, quoi. Donc voilà. Donc bien entendu, j'aime pas dire en premier lieu que c'est parce que papa a des mauvaises dents que bébé a des mauvaises dents. Non. En fait, c'est pas une fatalité, sauf s'il y a une maladie particulière, mais sinon, c'est pas une fatalité. Il y a un terrain génétique qui existe, mais il y a aussi une transmission des bactéries dans la famille ou dans la fratrie, etc. Il y a un niveau socio-culturel qui est là, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, si il y a des habitudes qui sont mauvaises chez les parents, bah, ils vont les inculquer aux enfants. Mais c'est pas de l'hérédité, ça, c'est pas de la génétique, c'est vraiment, bah, ce sont les habitudes de la famille, donc on va transmettre. Après, par contre, il y a des injustices, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir une hygiène pas idéale et qui vont pas avoir de problème, et des personnes qui vont vraiment faire très attention et bah, au moindre écart, enfin au moindre écart, avec quelques écarts, tout de suite, il y a une carie ou il y a du tartre.
Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des injustices. Il y a le positionnement des dents aussi qui va jouer. Il y a la cicatrisation de la gencive. Il y a les bactéries qu'on a dans la bouche. Donc, c'est vraiment plurifactoriel. Ce n'est pas une chose qui donne une carie ou une maladie de gencive. C'est vraiment beaucoup de choses. D'où l'importance de refaire le point avec le patient régulièrement sur son état de santé et ses habitudes. Voilà ce dépôt. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Ou enlevez la vidéo. Mais on va passer sur une partie où il va y avoir des photos. J'ai mis ce qu'on voit. Hein. Et enlevé les vidéos, je suis sympa. Donc là, on voit, c'est sur un petit bébé, hein, la photo de gauche, c'est sur un petit bébé qui a des caries là, qui a des déminéralisations là et qui a de la plaque dentaire. C'était pas une photo à moi, donc je ne connais pas l'âge de l'enfant. Mais là, la plaque dentaire, en fait, c'est un dépôt qui va être formé sur les dents de façon naturelle et qui contient des résidus salivaires, bactériens, alimentaires. Le but du jeu, quand on se brosse les dents, c'est de bouger cette plaque dentaire, de l'enlever ou de la bouger pour éviter que les bactéries s'en servent. On voit sur la photo de droite, en fait, la dent, elle est brossée. C'est juste que la technique de brossage n'est absolument pas adaptée et toute la plaque dentaire est mise le long de la gencive. Donc, on a une gencive inflammatoire qui a même une sorte de petit lichen là, qui a perdu un petit peu de... qui n'est pas très en forme. On a de la plaque dentaire le long des dents. Donc là, en fait, il y a une pathologie au niveau de la gencive. Ce n'est pas quelqu'un qui ne brosse pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la bonne technique de brossage. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette plaque dentaire? Les bactéries qu'on a dans la bouche, qu'on a tous dans la bouche, vont aller s'en servir. Les bactéries de la carie vont aller prendre le sucre de la plaque dentaire, le transformer en acide, et ça va faire une carie. Et les bactéries de la gencive, des maladies de gencive, je m'excuse, je n'ai plus de batterie malgré le fait qu'il soit branché. Hop là. Alors, attendez. C'est bon, ça ne marchait pas. Et les bactéries de la gencive vont aller transformer et produire des enzymes et des toxines qui vont aller attaquer en fait l'os et qui va faire une maladie de gencive. Arrêtez de manger, vraiment. Alors, donc là, on est sur une gencive qui est inflammatoire, qui est toute gonflée avec la présence de tartre. Un bon détartrage suffit. Des bons conseils à appliquer à la maison et on retrouve une gencive saine qui vient bien entre les dents, qui est rose, pas qui est rouge, qui est saine, qui est plaquée à la dent, qui n'est pas gonflée, etc. Si on continue, excusez-moi, j'ai une intrusion de bébé. Si on continue le phénomène, qu'on ne sait pas qu'on a du tartre, qu'on ne se rend pas compte que la gencive est inflammatoire, et ben, ce tartre va s'insérer de façon plus profonde le long de la gencive et va faire qu'on va avoir une perte osseuse associée. Donc là, même après un bon nettoyage, les dents sont déchaussées. On ne pourra pas regagner de la hauteur de gencive. Et on peut passer au stade plus avancé où là, en fait, il y a des dents qui vont partir, qui vont tomber, qui vont être perdues parce que on a perdu l'os. Au bout d'un moment, ça nous arrive d'avoir des personnes qui arrivent avec la dent dans la main en disant est-ce que vous pouvez me la remettre? Non. En fait, l'arbre il est déraciné, je ne peux pas le replanter. C'est pareil avec les dents. Quand la dent elle a perdu son support osseux, même quand la dent elle commence à ne plus avoir d'os entre les racines, c'est fichu. On ne pourra pas la garder. Et des fois, il vaut mieux enlever la dent qui est entartrée que de la laisser pour le plaisir du patient parce qu'en fait, les bactéries sont là, elles sont agressives et ça peut toucher la dent d'à côté, celle d'à côté, celle d'à côté. Donc, il vaut mieux des fois être un peu plus radical dès le début et après pérenniser la situation qu'on a obtenue que dire bah oui, je vous la garde pour vous faire plaisir. Non. Bien entendu, si elle est conservable, on la conserve. Au niveau de la carie, donc on passe de dents saines à de dents de plus en plus atteintes. On va voir un petit peu tout ça. Donc au début, quand la dent saine, elle est saine, tout va bien. Quand on a une petite carie de l'émail, en fait, hop là c'est une petite carie de l'émail. On en a une au milieu qu'on arrive facilement à repérer. Ça, c'est indolore. La personne qui a cette carie ne sait pas qu'elle a une carie. Elle peut voir la tache noire, mais ça lui fait pas mal. Elle peut se dire que la dent a toujours été un petit peu colorée, etc. On a aussi une deuxième carie qui apparaît là, juste ici. Ça peut aussi faire en fait à l'intérieur quelque chose d'assez gros. La carie, en fait, ça va vraiment rentrer par le dessus de la dent. Je pense que je peux vous montrer là. Ça rentre par l'émail
Et c'est après, hop là, c'est après que ça se développe à l'intérieur. Donc en fait, avant de voir le gros trou, il se passe quand même plusieurs étapes. Pour vous montrer, sur la photo de gauche, là, en fait, on la voit pas, la carie. Nous, on la voit à l'œil, mais on peut passer à côté. Et nous, on prend des radios, on sait qu'il y a une carie, on commence à fraiser. Et en fait, c'est parti. Alors moi, je vois pas mon écran. Hop là. C'est parti d'un tout petit point juste ici et ça a progressé. Et ça a progressé à l'intérieur de la dent. Donc là, avant que ça fasse un trou, il faut vraiment que ça grossisse beaucoup plus. Quand on arrive à ce stade-là, c'est vraiment que la personne, elle a attendu très, 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 très longtemps. Voilà, pardon. Hop. Je vais bouger ma barre de... Voilà. C'est vraiment que la personne a attendu très longtemps avant de venir. Là, elle est ce qu'on appelle en rage de dents. Alors, il faut savoir, pour la première étape, hop, là, le soin se fait généralement sans anesthésie. On soigne, on comble, on fraisse, c'est dans l'émail, c'est pas vivant. Ici, ça peut arriver d'être sans anesthésie ou d'en faire une si la dent était déjà sensible avant, mais là, je pense que j'avais soigné sans anesthésie. Parce qu'on est vraiment au tout début de la dentine, donc souvent le patient ne sent pas. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas tout jeune, le nerf était rétracté, donc il ne sent pas. Par contre, là, en fait, la personne arrive avec déjà une douleur. On ne se pose pas de questions, on anesthésie. D'ailleurs, il n'y a que le dentiste qui peut soulager ça. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le dentiste. Les antibiotiques ne servent strictement à rien. La dent n'est pas infectée. Elle est juste complètement inflammatoire. Je ne sais pas si vous voyez là sur la diapo, là, c'est la dent de sagesse là, qui tape dans l'autre. Celle-là, elle sera enlevée, hein, parce que ça peut grignoter la dent de sagesse. Pardon, ça peut grignoter la molaire. Ça, c'est une dent qu'on est obligé de dévitaliser. Donc, on va aller retirer le nerf et le remplacer par un produit et on nettoie bien. On a quelque chose de beaucoup plus beau par la suite. Et après, on la reconstruit, bien entendu. Si on ne fait rien, ben, on passe au stade abcès. Donc là, c'est un abcès qu'on a drainé avec du pus. Et là, souvent, c'est extraction de la dent. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas trop le choix. C'est bon, c'est fini pour les photos et vidéos. Vous pouvez reprendre votre repas si vous y étiez. Les caries, ça a des conséquences. Alors, la douleur, forcément, on le sait, hein, bien entendu. Donc, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, une carie, ça peut faire mal. Les enfants n'ont pas la même sensibilité. Alors, on ne sait pas si c'est parce que les dents sont moins sensibles ou c'est parce qu'ils ont un pouvoir de distraction où on leur parle d'autre chose, ils n'y pensent pas, qui est beaucoup plus important que le nôtre. Nous, on va se focaliser sur la douleur. Mais c'est vrai que ça nous arrive de voir des choses énormes sur un enfant et on lui dit t'as mal et il répond non. Bon. Voilà, d'avoir des abcès chez les enfants qui ne ressentent pas la douleur ou en tout cas qui arrivent à vivre avec sans problème. Alors chez un adulte, c'est beaucoup plus rare. Donc les caries vont avoir des répercussions. C'est-à-dire que c'est une blessure dans le corps. Donc déjà, les défenses immunitaires du corps vont aller dans la zone pour aller essayer de contrôler. Il y a beaucoup de personnes qui ont des infections chroniques, c'est-à-dire des infections au bout de la racine de la dent, qui ne font pas mal et ils ne le savent pas. D'ailleurs, il y a, je dirais, 75% des infections qui ne font pas mal. Elles sont chroniques. Par contre, le jour où ça se réveille, c'est souvent qu'on a un coup de fatigue, qu'on a une grippe, qu'on est malade, qu'on a eu trop chaud, qu'on a eu trop froid, qu'on est fatigué. Enfin, et ça se réveille. Donc, en fait, en plus d'être déjà pas bien, on a mal à notre dent qui n'était pas en forme, mais on ne le savait pas. Donc, d'où l'importance de contrôle régulier pour voir ce genre d'infection-là et prévenir au moins le patient. Ce n'est pas dire qu'on les traite à chaque fois, mais quand il y a une infection chronique, on prévient le patient. Et donc, ça va avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences, bah, évidemment, sur la mastication, parce que si la dent elle est cassée, on perd notre potentiel masticateur de la zone. On va mâcher, par exemple, plus de l'autre côté. Ça crée une asymétrie au niveau de la mastication. Et bah, forcément, ça peut jouer sur les cervicales, ça peut jouer sur le dos, ça peut jouer jusqu'au pied même. Donc voilà. Si on a des caries de par nos habitudes alimentaires ou le manque de mastication, bah oui, ça peut entraîner un risque d'obésité, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques, parce que ça veut dire que peut-être que dans l'alimentation, il y a des apports sucrés qui sont trop importants, des apports caloriques qui sont trop importants, etc. Évidemment, si c'est sur les dents de devant, alors le masque a beaucoup aidé pendant une période, mais ça n'empêche pas que là, on le porte un peu moins, mais perte d'estime de soi. Alors c'est vrai que pour le Covid, vraiment, on a des patients qui ont eu qui ont été embauchés
grâce au masque. C'est-à-dire que quand ils enlevaient leur masque, ils étaient refusés à tous les entretiens d'embauche et avec le masque, parce qu'ils étaient en cours de soins ou parce qu'ils ne voulaient pas se faire soigner ou parce qu'il y avait une anomalie dentaire, et bah, en fait, avec le masque, on ne voyait plus et ils étaient jugés sur leurs yeux et pas sur leurs dents. Hop là. Pardon. Donc, ça a aussi des conséquences chez les enfants. Et chez les enfants, en fait, une dent qui est abîmée, elle ne va pas pouvoir jouer son rôle entièrement et permettre à la mâchoire de s'agrandir. Nous, le but, c'est que vers 3-4 ans, les dents s'écartent pour qu'on ait la place pour les dents définitives d'arriver. Une dent définitive, quand elle sort, elle fait directement sa taille d'adulte. C'est-à-dire que la dent à 6 ans, quand elle va tomber, et la dent qui va pousser, la dent définitive, c'est la dent d'adulte, celle qui va rester toute notre vie. Donc, elle est bien plus grosse que la dent de lait. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de besoins d'orthodontie parce que à 6 ans, on voit beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'espace entre les dents. Rien. Et bien, s'ils n'ont pas d'espace entre les dents, c'est sûr, il y aura un problème d'encombrement dentaire. Parce que la dent définitive, quand elle va sortir, elle va pousser soit derrière, soit sur le côté, soit tourner, soit elle va pas pousser. Ça arrive aussi. Elle a juste pas la place et elle pousse pas. Soit elle va faire tomber la dent de derrière qui n'était pas censée tomber, etc. Et il faut savoir que quand un enfant a des caries, il a 3 fois plus de risque d'avoir des caries sur les dents permanentes parce qu'il a les bactéries agressives, il a les mauvaises habitudes et que ça se propage. En fait, la carie, c'est une maladie transmissible, infectieuse transmissible. D'accord? Donc là, par exemple, la photo d'en bas, et on va le voir un peu plus en détail, il y a un problème de place. Vous allez voir juste après, parce qu'on va parler du pouce et de la tétine. Alors, le pouce et la tétine, ça rend service. On ne va pas le nier. Le problème, c'est qu'il y a un espèce de commerce autour de la tétine. Il faut savoir quand même qu'elle est donnée dans la boîte rose, elle est donnée par certaines pharmacies. Et c'est un réflexe quand même de mettre la tétine dans la bouche d'un enfant. Alors, je suis d'accord que quand l'enfant a un fort besoin de succion et que les parents sont débordés, fatigués et n'ont pas le choix, on ait recours à ce genre de moyens. Est-ce qu'il vaut mieux le pouce sous la tétine? Vaut mieux rien. Et après, de toute façon, je pense que c'est surtout l'enfant qui choisira. Faut être honnête, s'il veut pas de la tétine et qu'il veut mettre son pouce, bah, il enlèvera la tétine, il mettra son pouce. Et voilà, c'est lui qui choisira. À savoir que le pouce et la tétine engendrent tous les deux des effets négatifs, mais n'ont pas la même utilisation. C'est-à-dire que la tétine, c'est quand même le parent qui décide quand est-ce qu'il la met dans la bouche de l'enfant. Le pouce, c'est l'enfant qui décide tout seul. Mais le pouce, on l'enlève généralement quand l'enfant fait une activité, par exemple de pâte à modeler, bah, il n'a pas son pouce dans la bouche. S'il est à l'école, normalement, il n'a pas trop son pouce dans la bouche, bien que ça arrive. Par contre, le sevrage du pouce est beaucoup plus tardif, vu qu'il demande à l'enfant d'arrêter tout seul, globalement, que le sevrage de la tétine. Voilà. Dans tous les cas, les deux entraînent un mauvais placement, que ce soit au niveau des dents, au niveau de la langue, une mauvaise respiration, parce qu'en fait, ça va faire un objet interférent. Le pouce, par exemple, il peut facilement beaucoup plus pousser sur les dents que la tétine. On se retrouve avec de l'air qui va passer sur les côtés et donc on va plus respirer par la bouche. De toute façon, c'est très dur de respirer par le nez quand on a la bouche ouverte. Donc, si on a la bouche un peu entrouverte, on va se retrouver à respirer par la bouche. Or, nous, ce qu'on veut, c'est de respirer par le nez. Le fait de respirer par le nez, ça va développer ici les sinus. Les sinus qui sont deux cavités d'air là qu'on trouve juste là. Et plus ça se développe la mâchoire du haut. Bien entendu, la mastication aussi aide à développer en tirant sur les muscles qui sont accrochés à l'os. Et le placement de la langue va aussi aider le haut à se développer. C'est-à-dire qu'on dit qu'une langue, c'est une princesse, elle doit rester dans son palais. Là. La langue, elle doit pouvoir se placer là, comme ça, en hauteur. Elle ne doit pas dépasser sur les côtés, elle doit vraiment avoir sa niche ici. Et la langue, c'est 17 muscles. C'est l'organe le plus puissant de tout le corps. Donc, ces 17 muscles, s'ils sont mal placés, s'ils se positionnent mal, qui vont faire qu'on peut avoir des problèmes dentaires, de respiration, de mastication, de parole, etc. On peut faire de l'orthophonie très jeune pour le placement de dents. On peut envoyer des bébés chez l'orthophoniste. Alors, souvent, c'est parce qu'il y a souvent, on le remarque avec un problème de la mise en place de l'allaitement, mais de l'orthophonie, on peut en faire très jeune. Sur Nantes, s'il y a beaucoup de Nantaises, il y a des orthophonistes formés.
Donc voilà, pour travailler sur le placement de langue. Et en fait, plus on travaille tôt sur tout ça, mieux ce sera. On considère que 85% de la croissance est déterminée à 5 ans. Donc quand on fait de l'orthodontie à 10 ans, quand on commence à 10 ans, bah, c'est problématique. Euh, Excusez-moi. On voit chez l'enfant là qui est là, alors là c'est un sourire d'un enfant qui a 9 ans. À 9 ans, en fait, ces incisives qui servent normalement, les incisives qui servent normalement à couper, là, si elles se touchent, c'est parce qu'elles servent à couper les aliments, les canines à les déchirer et les molaires à les broyer. Et bah chez cet enfant-là, il ne peut pas couper les aliments. Là, c'est impossible. Il ne peut pas. Ça veut dire que ça peut être un enfant, des fois, on va dire, oh, il est casse-pied celui-là, il refuse de manger tel aliment, je ne sais pas lequel, de la salade, on va dire. Bah oui, parce qu'en fait, il y a certains aliments qui demandent à la langue de savoir faire une sorte de valse pour aller amener les aliments de devant à sur le côté, à derrière. S'il n'arrive pas correctement à les avaler, c'est hyper désagréable. Quand on n'arrive pas à avaler, vous savez, un gros morceau de viande là qu'on n'arrive pas à avaler, c'est hyper désagréable. Bah, si lui, à chaque fois qu'il va avaler tel aliment, il a une mauvaise expérience sensorielle, à un moment, il ne va pas vouloir le manger. Déjà que c'est pas facile de faire goûter des nouveaux aliments à un certain âge. Alors si en plus ça est associé à quelque chose de désagréable pour lui, il va pas vouloir le manger. Mais lui, il n'est pas capable de dire que c'est désagréable parce qu'il a toujours connu ça. Pour lui, c'est normal que ce soit désagréable. C'est pas agréable pour lui, mais c'est normal. Donc il se dit, bah j'en veux pas, juste, je vais pas manger ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, c'est un enfant, il peut pas couper. Mais même truc bête, s'il veut couper quelque chose avec ses dents, ce qui est quand même pas conseillé, s'il veut couper quelque chose avec ses dents, il ne peut pas du tout. Il a ses lèvres qui ne vont pas se fermer, il va respirer par la bouche, et c'est souvent des enfants qu'on va retrouver avec un visage très long, comme ça. Voilà. Et avec des grosses cernes, ils dorment mal en fait, ils ne peuvent pas bien se reposer, ils respirent par la bouche. L'air qui, au lieu de passer par les sinus et être totalement enlevé de bactéries, de saleté, etc., par le mucus, etc., va passer par la bouche. C'est quelqu'un qui va avoir des grosses amygdales parce qu'elles vont faire un travail qui n'est pas prévu pour elles. Donc, on a des troubles ORL associés. On a un problème au niveau de la mastication qui n'est pas bonne, donc on a une hypotonie au niveau des muscles, etc. Et sur la photo du bas, on remarque, donc les dents ne sont pas là, mais on voit déjà qu'il va y avoir une béance, donc un trou sur les dents de devant, hein, dû sûrement à un pouce, une tétine, un doudou, quelque chose dans la bouche. Et on remarque en fait que la boîte, elle n'est pas bien fermée. Normalement, le haut, il est à l'extérieur du bas. Puis là, chez cet enfant-là, alors il a perdu ses dents, il doit avoir 6-7 ans, c'est le bas qui est à l'extérieur du haut. Mais ça sert à rien d'attendre, hein. Là, c'est directement, on arrête les habitudes déformantes, qui sont pouce, tétine ou je ne sais pas quoi. On va voir l'orthodontiste pour qu'il aille agrandir ce palais et que le haut repasse à l'extérieur du bas. Parce que là, si on laisse comme ça ne pourra plus repasser. C'est plus possible. Et le fait d'avoir le pouce à tétine, ça aussi, ça limite l'exploration de la bouche. Un enfant, il est censé, vers 3-4 mois, mettre quelque chose à sa bouche. C'est tout à fait normal, c'est pour faire reculer son réflexe nauséeux. Au début, il va naître avec un réflexe nauséeux qui fait que si on introduit autre chose qu'un sein ou un biberon dans sa bouche, il va avoir envie de le rejeter. C'est un instinct de survie et c'est plutôt pas mal, c'est bien fait. C'est aussi pour ça qu'il a un réflexe de succion, le bébé. C'est parce que il est obligé d'avoir ce réflexe de succion pour vivre. Évidemment, en fait, il y a un très nombre de bébés qui ont un réflexe de succion et on est là, ah oui, lui, il a besoin de téter. Oui, c'est comme ça qu'il dit que je suis là, je peux vivre. Donc forcément. Donc, en fait, si on a une tétine tout le temps dans la bouche, l'enfant, il va pas pouvoir aller explorer correctement sa bouche, aller tester ce qu'il peut mettre dans sa bouche, faire le main-bouche comme ça. Et ça, c'est aussi problématique. Alors, au niveau des tétines, on en a quand même qu'on aime plus ou moins bien. C'est-à-dire que ce qu'on va aimer, ça va plutôt être la ligne du haut, ça va être une tétine qui a une base fine. Par rapport à celle-ci qui a une base large, on voit vraiment la différence sur le décalage au niveau des dents. Il faut aussi qu'elle ait au niveau de la collerette, une collerette qui soit pas trop dure, parce que ça va empêcher les mouvements des lèvres. Donc une collerette qui soit plutôt molle. On fait surtout très attention aux attaches tétines. Si vous voyez des parents arriver avec des attaches tétines là, comme celui du bas, vous imaginez le poids de ces perles-là avec ce bois, ce silicone, ce métal. C'est hyper lourd et c'est pendu à sa tétine. Alors qu'en tissu, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, ça peut valoir le coup de dire, c'est joli, mais pas accroché à la tétine parce que en fait, ça augmente vraiment la déformation dentaire.
Alors en plus, là, c'est des noms courts. Imaginez un Paul Emmanuel, là. Ça fait quand même un sacré étage tétine. On change de tétine à chaque saison. Je dis pas on change de taille, mais on change de tétine à chaque saison. C'est comme une brosse à dents, en fait. C'est vraiment pas propre. Ça va tout le temps dans la bouche, ça traîne partout. Donc évidemment, si les parents en ont quatre qui tournent en continu, à la rigueur, ils peuvent voilà, pas changer à chaque saison, mais voilà, sinon on essaye de voir à chaque saison. J'ai vu une maman arriver au cabinet qui me dit elle a la même depuis 1 an. La petite avait 3 ans. Elle a la même depuis ses 1 an. Donc moi, je comprends qu'elle a la même marque, en fait, depuis ses 1 an. Non, c'était la même tétine. La même, exactement la même. Donc la tétine avait du moisi à l'intérieur. Bon, j'ai signalé à la maman qu'elle avait du moisi à l'intérieur. La maman n'est jamais revenue en rendez-vous parce que je pense que j'ai pas réussi à le faire avec tact parce que j'étais choquée. La tétine était noire. Donc vraiment, on change de tétine à chaque saison. Enfin, c'est vraiment trop sale. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir une brosse à dents moisie en fait. Donc pareil pour un enfant. Donc voilà, et je disais, on reste sur une petite taille. En fait, il existe des tailles 0, 2 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois et plus, etc. Bah, c'est commercial. C'est-à-dire que le parent, il va faire ses courses et il se dit, mince, je vois une tétine 6-12 mois, mais mon enfant, il a 6 mois, j'ai oublié de changer, j'achète la 6-12 mois. Bah non. En fait, on reste sur la plus petite taille possible parce que la tétine, c'est un substitut du sein. Bah, le sein, il ne change pas de taille. En tout cas, le téton, il ne va pas grossir en fonction de l'âge de l'enfant. Et ben, c'est pareil avec la tétine. Les seuls cas où on doit changer de tétine, c'est si l'enfant la met en entier dans sa bouche et a un risque de s'étouffer. Bien entendu, on peut passer à la taille au-dessus, mais on va essayer de rester sur la taille la plus petite possible tout de même. Ou alors, si l'enfant serre beaucoup trop, comme ça, serre beaucoup trop les lèvres pour le maintenir dans sa bouche. Là, ça va être contre-productif, donc on peut passer à la taille au-dessus. Mais sinon, on essaye de rester sur une petite taille. On évite de tremper la tétine dans du miel, alors le miel surtout avant 1 an en plus, du sucre, de la confiture. Bah oui, parce que le fait de téter, ça apaise, et puis le fait de téter sucré, alors là, c'est le summum de l'apaisement. Mais si on habitue d'une l'enfant au goût sucré, c'est pas top, et puis de deux, du sucre sur une tétine en continu dans la bouche, c'est catastrophique. C'est très Instagrammable, la tétine Bibs en caoutchouc. C'est une catastrophe pour nous, la forme cerise. Le nez n'est pas du tout dégagé. Là, on voit, ça lui revient carrément tout autour de la bouche, au-delà des irritations que ça peut produire quand même. Alors, la tétrelle et la collerette, là, la collerette est souple, hein, c'est voilà, un des seuls avantages. Mais regardez la taille. La taille de la taille 3, quand on connaît déjà la taille 1 en vrai, j'en ai pas avec moi, mais voilà, c'est énorme. Souvent, quand même, la forme cerise, c'est la forme qui est la plus acceptée au début par les bébés. Mais il faudrait, vers 3-4 mois, essayer de switcher sur une autre forme, une autre tétine. Alors, je ne sais pas si je devrais dire des marques. Enfin, il y a 2 marques qui font des tétines à base fine qui sont assez connues. Donc voilà, il faudrait essayer de switcher. Déjà, vers 3-4 mois, de toute façon, il faut éviter le port continu de la tétine. C'est-à-dire pendant un temps d'éveil, bah non, on ne prend pas la tétine en fait. L'enfant, il s'éveille à autre chose en fait. Donc il peut regarder, observer, il n'a pas besoin de sa tétine. C'est comme la tétine, là je vois à la sortie d'école et à la sortie de la crèche, l'enfant il n'a même pas le temps de parler, floup, tétine dans la bouche. Oui, oui, alors c'est sûr que ça évite des crises et des conflits, je ne dis pas le contraire, mais quand même, non, en sortie de crèche, on ne met pas la tétine parce que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant il va se dire, mon câlin c'est ma tétine. Donc oui, ça rend service à cette période-là, mais pour plus tard, ça ne rend pas service pour l'enfant. Et c'est assez dur à comprendre. Et c'est assez dur de comprendre qu'il faut limiter le temps de port et peut-être partir dans une régression au niveau de l'enfant, que ce soit sur les sentiments de l'enfant, etc. Sur la gestion des émotions. Et là, à partir de 3 ans, non, non, on essaye d'éviter au maximum la tétine. C'est plus facile pour la tétine que pour le pouce. Les solutions pour arrêter la tétine et le pouce sont multiples. Alors, j'ai envie de dire, chaque enfant, chaque solution, parce que y a des fratries où on va avoir un enfant, on va dire, j'ai arrêté du jour au lendemain, ça s'est bien passé, puis pour le second, ça marche pas du tout.
Nous, on n'est pas pour l'arrêt brutal parce que c'est quand même une addiction et que si le sevrage est mal fait, il y a un risque, si par exemple, si on fait le sevrage de la tétine, il y a un risque de partir sur du pouce, c'est pas mieux. Il y a un risque de troubles psychologiques pour l'enfant aussi parce que un sevrage, ça implique quand même un détachement de quelque chose. Si quelqu'un fume et qu'on lui dit tu pars en vacances sans ton paquet de cigarettes, je suis pas sûre qu'il soit de très bonne humeur quand même s'il n'était pas préparé. Donc voilà, donc là on arrive à Noël, des fois on donne au Père Noël. On a des livres qui existent, on peut fabriquer des lits pour la tétine, voilà. Un super système là qui est au milieu, c'est le système Clip Tétine qui est sur une base de tétine plutôt comme celle-ci. Et en fait, on vient ajouter des clips au fur et à mesure. L'enfant ne se sépare pas de sa tétine, mais il la garde. Et en fait, il ajoute des collerettes et son besoin de succion diminue. Donc, on a jusqu'à 5 collerettes. Souvent, à la quatrième, c'est fini. On peut adapter le temps, c'est-à-dire qu'on peut ajouter toutes les semaines ou tous les jours, mais enfin tous les jours non, mais tous les 2 jours. Mais on peut aussi ajouter toutes les 2 semaines si l'enfant en a besoin. Il est acteur de son sevrage et il garde sa tétine, il s'en sépare pas. C'est le seul système qui permet de ne pas se séparer de sa tétine. C'est en vente depuis mars et on a des super retours dessus. On a des tableaux de récompense, voilà. On a en bas, là, à droite, la boîte Stop Tétine. Alors, je trouve que ça demande un peu plus d'implication du parent. C'est une orthophoniste qui a fait ça, donc avec avec des comptines, avec un lit pour la tétine. Après, la tétine, elle part en voyage avec sa valise et elle nous envoie une carte postale de l'île des tétines. Alors, c'est très chouette, mais c'est vrai que pour le parent, ça demande quand même pas mal d'implication. Au niveau du pouce, on a des petites gommettes, ça peut marcher. Et on a les systèmes de cache-pouce. C'est pas cache-pouce va pas empêcher l'enfant de prendre le pouce, mais en fait, il va lui rappeler qu'il prend le pouce. Parce que certains enfants, c'est tellement un automatisme qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent le pouce. Donc voilà, il y a plein de solutions. Il faut choisir la bonne période. C'est vrai que ceci, alors, c'est à double tranchant, mais si à l'arrivée d'un autre bébé dans la famille, qu'on lui dit, bah, toi, t'arrêtes ta tétine, mais l'enfant, il a, bah, ça peut marcher en disant que tu la passes à ton frère, en gros, hein. Bien évidemment, il passe pas la sienne à son frère. Mais ça peut être aussi bah, pourquoi lui il a une tétine et moi j'ai pas le droit. Enfin voilà. Donc c'est vraiment le parent qui voit comment il est. Nous, on peut accompagner le parent à lui proposer des solutions et à discuter de tout ça avec son enfant. On va passer à la partie recommandations pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Donc on va avoir plusieurs points importants qui vont être le brossage, le dentifrice, le brossage entre les dents, aller voir le dentiste et avoir une alimentation variée et équilibrée, bien entendu. Au niveau du brossage, quand j'ai des cheveux, je les lave. Quand j'ai des dents, je les lave. Donc, on oublie on commence à 2 ans. Non, on ne commence pas à 2 ans. C'est trop tard, 2 ans. Et j'ai vu pour la première fois, parce que j'avais vu en photo, mais là, j'ai vu au cabinet un enfant de 1 an et 10 mois avec 4 caries. Ça fait mal au cœur parce que cet enfant, je ne peux pas le soigner. Parce que la seule chose que je peux faire, c'est donner les bons conseils et surveiller et mettre du fluor et attendre qu'il soit en âge d'accepter les soins. Ou alors, si c'est trop douloureux, le passer sous anesthésie générale. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, donc on brosse les dents dès le début. Et la maman pensait bien faire. C'est vraiment très dur d'expliquer à la maman ce qui n'a pas été, tout en essayant de ne pas la faire culpabiliser, tout en adoptant les bons gestes après. Enfin, c'est vraiment très dur. Donc on brosse les dents dès qu'on en a. On va voir les différents systèmes qui existent. Et à partir de 2 ans, on essaye de faire 2 fois par jour pendant 2 minutes. Je vous parle de la théorie. Je sais qu'en pratique, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez être amené à voir les mamans quand le bébé a quelques mois et qu'il a ses dents. Donc, elle peut être en rééducation avec vous, elle peut être en suivi postpartum, elle peut être en pause de stérilet. Et en fait, ça peut être l'occasion de discuter. Ah, bah, il fait ses dents. Ah, bah, vous n'oublierez pas de lui brosser dès qu'il en aura. Ah bon, je peux aussi petit? Oui, oui, il ne faut pas hésiter. D'accord? Donc, avec quoi on peut? Eh bah, avec ces petits systèmes au début. Donc, ce petit système qui est DigiBross, en fait, c'est des poils en silicone. Le poil en silicone, ça ne nettoie pas. Sinon, nos brosses à dents seraient en silicone. Mais ça permet beaucoup de choses. Le petit doigtier permet d'appréhender pour tout le monde la force qu'on va mettre. Pour l'enfant, c'est le doigt de la maman ou du papa, bien entendu, qui vient dans la bouche. C'est pas un objet en plus. Parce que quand on prend une brosse à dents, j'ai que la grosse, mais quand on prend une brosse à dents en plus, bah, ça fait quelque chose où on ne peut pas forcément bien contrôler le mouvement. Là, c'est directement sur notre doigt, on peut brosser. Surtout que c'est pas facile de brosser les incisives dès le début. Voilà. Donc ça, c'est pas mal pour le début. Une fois que tout le monde est à l'aise, bah, on peut passer à différentes brosses à dents adaptées à l'âge de l'enfant avec des poils souples. Et ça, c'est valable de 0 à 150 ans.
ça n'existe pas, mais à 120. Des poils souples tout le temps. Le principe d'une brosse à dents, c'est le principe du balai. Si j'ai un balai à poils durs, bah, la saleté, elle passe entre les poils. Si j'ai un balai à poils souples, les poils vont bien s'étaler pour aller tout brosser. D'accord? Donc, pour tout le monde, brosse à dents à poils souples. La médium, c'est marketing. La dure, c'est pour les joints de la salle de bain. La deuxième, elle est pratique parce que l'enfant peut vraiment la prendre dans la main. Donc, ça peut être sympa. Il peut y avoir une brosse à dents pour l'enfant et une brosse à dents de l'adulte pour l'enfant. Mais il peut y avoir deux brosses à dents, une avec laquelle il joue, une avec laquelle le parent brosse. Dans tous les cas, le parent brosse jusqu'à 7-8 ans. Le parent brosse les dents. On a des brosses à dents électriques pour les enfants qui existent aussi, avec des petites têtes. C'est bien des fois d'avoir plusieurs systèmes parce que des fois l'enfant va dire moi ce soir je veux la brosse à dents électrique, ce soir je veux la brosse à dents manuelle, ce soir je veux la brosse à dents rouge. Et des fois ça nous aide, ça nous donne des petites astuces pour brosser les dents. Par contre, ça, on oublie. Le système là en Y, c'est pas possible. En fait, ça ne nettoie pas. C'est une mâchoire qui est préformée. On n'a pas notre bouche qui est préformée. Ça ne nettoie pas. C'est une promesse de nettoyage en 10 secondes. C'est faux. Il y a eu des tests faits avec du révélateur de plaques. Non. Ça c'est de l'argent mis en l'air. C'est une catastrophe. Nos amis, le doudou se brosse les dents. Donc, on peut passer par le jeu. Petite dent, même la grosse du fond. Elle aussi se brosse les dents. Petite dent, même la grosse du fond. On peut passer par la comptine, on peut passer par le jeu. C'est bien quand l'enfant est dans une position où il est sécuritaire, c'est pas grave s'il n'est pas dans la salle de bain. Mais en fait, ça permet que lui soit en sécurité, que ce soit un moment qui soit agréable pour lui. Et là, en fait, on voit un moment, il bouge la tête en arrière, mais comme il est calé contre le bras parce je suis derrière, et ben en fait, il n'y a pas de souci, on le retient et on continue à brosser. La méthode adaptée à cet âge-là, c'est ce qu'on appelle la méthode 1, 2, 3, 4. Ce n'est absolument pas celle que je fais sur la vidéo d'ailleurs. C'est la méthode 1, 2, 3, 4. On considère que la mâchoire est divisée en 4 parties et on fait 10 allers-retours de chaque côté. 10 allers-retours, 10 allers-retours, 10 allers-retours, 10 allers-retours. Bien entendu, si notre enfant se laisse faire, bah on y va, hein, on va à l'intérieur, on va bien au fond, on va sur les côtés, il n'y a pas de souci. On ne commence pas toujours par le même côté, parce que si je commence toujours par en bas à gauche et que l'enfant a un temps limité au niveau de sa concentration, bah en bas à gauche, ça sera propre. Alors en haut à droite, qui était le dernier côté, ça ne sera pas très propre. La recommandation maintenant est de ne pas mouiller la brosse à dents ni le dentifrice, parce qu'en fait, le dentifrice est fait pour agir au contact de l'eau ou de la salive. Donc si on mouille avant, bah, en fait, on perd cette efficacité-là. Donc voilà. Dès qu'on a 6 ans, on passe sur la méthode adulte. Petit rappel rapide, la méthode adulte, c'est comme le balai. Donc le balai, si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, ça ne marche pas. J'ouvre la bouche et je vais de la gencive vers la dent. Et pour être sûr de ne rien oublier, je fais un chemin tout l'extérieur, au fond, bien derrière la dernière dent, s'il vous plaît, parce que c'est une catastrophe à soigner, ça. Bien à l'intérieur de la gencive vers la dent. Hop. Bien au fond et sur le dessus. Il n'y a que sur le dessus que je fais des allers-retours. C'est absolument pas pratique ce floutage avec la brosse à dents. Hop, voilà. D'accord? Et en haut, je descends. Avec une brosse à dents électrique, c'est elle qui fait le boulot généralement. Donc, on la pose sur les dents et on avance tout doucement. D'accord? On change de brosse à dents à chaque saison, comme la tétine. Sur la brosse à dents, on va appliquer du fluor. En fait, c'est la seule chose intéressante dans le dentifrice, c'est du fluor. Donc, tout ce qui est dentifrice bio sans fluor, bah, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, autant ne rien mettre, sauf de la menthe pour avoir un bon goût dans la bouche, mais c'est pas intéressant pour nous. Nous, le fluor, c'est vraiment une substance, c'est un oligo-élément qu'on va retrouver dans la nature qui va aller protéger les dents. Je ne sais pas si vous, à titre personnel, vous avez pris des pastilles de fluor quand vous étiez enfant. On donnait du Zimadé duo, donc de la vitamine D associée à du fluor. Ça ne se fait plus, sauf cas particulier. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'en prescrire. En discussion, bien entendu, si c'est le cas avec un pédiatre, un médecin. Mais sinon, on a décidé que l'apport local de fluor via le dentifrice était suffisant. Donc, dès le début, il faut mettre un dentifrice avec du fluor. Il existe des marques, par contre, plus ou moins clean. Là, on pourra en discuter en privé si vous voulez. Je ne suis pas sûre d'avoir le droit de dire le nom des marques, mais ça vaut le coup de regarder certains blogs, etc., certaines données scientifiques pour voir en fait quelles marques sont les plus recommandées. Il en existe, bien entendu. C'est pareil si l'enfant ne crache pas, c'est pareil s'il ne se rince pas la bouche. D'ailleurs, le rinçage de bouche ne fait plus partie des recommandations. Comme ça, on crache l'excédent et le fluor reste agir sur les dents.
Dès le début, on met une trace de dentifrice. C'est vraiment un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et c'est 1000 ppm de fluor. Alors, peut-être que votre enfant, quand l'enfant aura 6 mois, 1 an, il faudra qu'il prenne un dentifrice 3 ans. Parce que le dentifrice 1 an n'aura pas assez de fluor. C'est pas grave. S'il prend un 3 ans qui a 1000 ppm, c'est très bien. Mais s'il prend un dentifrice 0,2 ans qui a moins de fluor, là, c'est plus embêtant. Et en fait, après, au fur et à mesure de l'âge, on augmente le taux de fluor. La quantité de dentifrice, en fait, c'est vraiment une trace, puis après un petit pois ou un grain de riz, un petit pois. Voilà, on en met vraiment un tout petit peu. À savoir que je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais il y a 2 couleurs sur les brosses à dents. Il y a beaucoup de brosses à dents qui ont 2 couleurs. Sachez que la deuxième couleur, si c'est au milieu, si c'est juste cette partie-là, ça indique la quantité de dentifrice à mettre. Et quand on ne sait pas la quantité, on ne met jamais dans la longueur, on met dans la largeur. D'accord? Dans la longueur, ça en fait beaucoup trop. Donc le fluor, on entend de tout. Oui, c'est comme n'importe quel produit, c'est toxique à haute dose, mais quand c'est juste utilisé en local sur les dents, ce n'est pas toxique. Aux États-Unis, ils mettent du fluor dans l'eau courante, tellement les problèmes de caries et de santé bucco-dentaire sont importants. Mais ça ne suffira pas. En fait, il faut brosser entre les dents. Le brossage entre les dents est essentiel. Et dès le début, on peut passer le fil dentaire, soit avec un vrai fil, soit avec un petit porte-fil. Alors, d'un point de vue écologique, c'est pas l'idéal, mais quand on se fait mordre plusieurs fois, ça devient nécessaire. Et on va passer le fil dentaire. Encore? Ouvre grand, mon chat. Touc. Voilà, donc on peut passer le fil dentaire, on peut habituer l'enfant dès le début. Bien entendu, si on a d'autres combats comme le sommeil, comme l'alimentation, on ne passe pas le fil dentaire tout de suite, c'est pas grave, d'accord? Mais en fait, c'est nécessaire de nettoyer entre les dents parce que la zone entre les dents, ici, n'est pas nettoyée par la brosse à dents et ça représente quand même 30% de la surface à brosser. C'est énorme. Et quand le fil dentaire n'est pas suffisant, quand les dents s'écartent, on peut passer sur la brossette. Et à savoir que la brossette, des fois, il vous faut différentes tailles. Ça peut arriver que le dentiste vous dise, là, il faut une petite taille, là, une moyenne. En fait, parce que là, on voit sur la photo, là, il faut une taille moyenne, là, il faut une grosse taille, parce que l'espace entre les dents n'est pas le même. Comme l'espace entre mes doigts, là, n'est pas le même, c'est pareil entre les dents. Mais c'est essentiel de nettoyer entre les dents. Et on dit même qu'il faut le faire avant le brossage. Comme ça, on enlève la saleté et le fluor du dentifrice vient agir sur cette zone entre les dents. Parce que nous, quand il y a des caries, souvent, c'est une carie ici et une carie ici. En fait, on dit qu'elle est entre les dents. Alors, elle ne se balade pas entre les dents, mais elle est sur les deux dents en contact. Au niveau de l'alimentation, avant 1 an, on le sait, l'apport principal chez l'enfant, c'est l'apport lacté. Tout le reste est une découverte. On amène des féculents quand ils commencent à se déplacer. Les céréales, avant qu'ils ne se déplacent, ne servent à rien. La farine dans le biberon pour dormir ne sert à rien non plus. Donc, c'est l'apport lacté à privilégier. On est soit en allaitement artificiel, soit en allaitement maternel. Dès qu'il commence à y avoir des dents, il faut tenter de réguler un petit peu l'allaitement. Alors, je vous parle de la théorie, d'accord? La théorie voudrait que quand on a des dents qui arrivent, on essaye d'associer, de se dire, OK, l'allaitement, c'est un repas. Et si j'en fais 15 tétés par jour, c'est 15 repas en plus de la diversification. Ça s'appelle du grignotage. Bien entendu, on ne va pas se braquer avec la maman qui allaite, ça ne sert à rien. On peut tenter d'expliquer justement ce principe-là de une tétée, à partir d'un certain âge, ça devient un repas. Et donc, un enfant qui dort en continu avec le sein dans la bouche, il a un apport de lait en continu dans la bouche. Et le lait n'entraîne pas de carie en lui-même, mais le lait contient du sucre. Donc, une carie, ça va être une association de plusieurs facteurs. Mais si on a un manque d'hygiène, une alimentation sucrée et le sein en continu la nuit, c'est le fameux bébé que j'ai vu de 1 an et 10 mois, malheureusement, ça fait des caries. Après, bien entendu, les parents font souvent comme ils veulent. Je pense que la plupart des mamans voudraient ne plus allaiter la nuit à partir d'un certain âge. Donc voilà. Donc si on a un allaitement la nuit, on donne des conseils à la maman. C'est-à-dire, OK, il y a un allaitement la nuit, essayez d'espacer si vous le pouvez, de faire intervenir le papa, etc. Si l'enfant en a besoin, si on en a besoin pour maintenir la lactation, pas de souci. Il y a un brossage de dents qu'on ajoute le matin, même si l'enfant a en dessous de 2 ans, on essaie d'ajouter un brossage de dents le matin. On met bien du fluor dans le dentifrice et on évite l'apport de sucre ajouté dans les biscuits, etc. en plus de ça.
Donc voilà, tout est une question de compromis en fait. C'est-à-dire que moi, mon dernier, là, qui a 1 an, il est allaité la nuit. Parce que j'ai pas le choix, hein, je rêverais de faire des nuits complètes, mais il est encore allaité la nuit. Bah, je sais que à côté de ça, je respecte les autres règles. Et on a vu, c'est pas un point qui fait une carie, c'est vraiment plusieurs points. Donc si on essaye de respecter le reste, il n'y a pas de raison qu'il y ait de carie. Au niveau des préparations commerciales pour nourrissons, donc du lait artificiel, bah, il y en a des plus ou moins sucrés, il y en a avec plus de sucre ajouté que d'autres. Pareil au niveau des céréales, et on évite de tremper la tétine dans du sucre, bien entendu. L'allaitement maternel, c'est bien et pour l'enfant et pour la maman, mais aussi pour le développement de la mâchoire. En fait, on considère même qu'il faudrait 9 mois d'allaitement au sein pour avoir les effets bénéfiques de l'allaitement et de la succion sur le positionnement de la mâchoire. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas allaité 9 mois ou pas allaité du tout qu'on va avoir un défaut de mise en place. Mais en fait, un bébé, il va naître rétrognate. On le sait, ils ont tous la mâchoire en arrière. Et bien, en fait, l'allaitement est fait pour propulser cette mâchoire en avant, pour développer les fonctions physiologiques de l'enfant, la respiration, le contact, etc. Donc oui, un enfant allaité a plus de chances d'avoir une bonne croissance au niveau de la face, ça c'est sûr, et donc il faudrait 9 mois d'allaitement au sein, sachant que le système français est totalement adapté avec la reprise à 2 mois et demi, bien entendu. Au niveau des aliments, nous, ce qu'on ne va pas aimer, c'est tout ce qui est aliments mous, sucrés, collants. Donc le sucre, on sait qu'un fruit c'est sucré, mais c'est du fructose, c'est un sucre naturel, comme le lactose qui est dans le lait, qui est un sucre naturel. Ce qu'on va encore moins aimer, c'est en fait le saccharose, qui est le sucre ajouté. Et encore plus quand il est raffiné. Du sucre blanc, bah, on ne devrait pas en avoir dans notre cuisine. Du sucre roux à la rigueur, mais du sucre blanc, c'est vraiment raffiné, c'est à l'état pur. Ça ne sert strictement à rien à notre corps et ça entraîne une dépendance énorme. Il faut savoir qu'il y a eu des expériences sur les rats. On a drogué des rats, enfin pas moi, hein, mais on a drogué des rats à l'héroïne. Et après, on leur a mis, et on leur a fait goûter le sucre. Et on leur a mis de l'héroïne et du sucre. Ils se sont dirigés vers le sucre en premier. Ça veut dire que c'est la plus grosse addiction au monde, le sucre. Et on en vient à des chiffres qui sont, on dépasse x6 ou x7 le taux de sucre recommandé par habitant par an. C'est une catastrophe. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait ça. Il y a une commercialisation autour du sucre qui est hyper importante. Les paquets de céréales, le personnage regarde dans la direction de l'enfant, les couleurs des paquets, le goût, l'addiction au sucre de par le plaisir que ça procure, l'effet antalgique. Donc oui, il y a une addiction qui existe. Les produits industriels sont souvent plus sucrés, plus salés, bien entendu aussi. Les plats cuisinés sont pré-cuits. C'est comme les pâtes pré-cuites. Faites attention aux pâtes 3 minutes, les pâtes dures 3 minutes, là. Mais en fait, c'est du sucre quasiment. Tout a été détruit, il n'y a plus aucun apport. Donc, on peut aussi, à la diversification, conseiller les parents en disant, bah, tout ce qui est céréales raffinées, déjà, ça contient du sucre, en fait. Il vaut mieux partir sur des pâtes au blé complet. C'est marqué dans le carnet de santé, d'ailleurs, hein. Des pâtes au blé complet ou semi-complets, si on n'a pas trop l'habitude. Tout ce qui va être mou et collant aux dents, ça peut être potentiellement cariogène. Donc, même la banane, qui est quand même un fruit, c'est cariogène, parce que la banane, ça colle aux dents. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de banane. C'est-à-dire que quand je mange une banane, je me rince la bouche, je me brosse les dents. Et je sais que quand j'ai mangé une banane, j'ai un aliment qui est cariogène en bouche. Donc, j'adapte la suite, en fait. Donc, voilà, nous, ce qui est acide non plus, ça ne va pas nous plaire. Parce qu'en fait, on a dit le sucre, il est consommé par les bactéries pour être transformé en acide. C'est l'acide qui attaque la dent. Ce n'est pas le sucre, c'est l'acide. Le sucre, tout seul, il ne fait rien. Le sucre plus les bactéries, ça fait de l'acide, mais le sucre, tout seul, il ne fait rien. Et donc, cette acidité, bah, on la trouve dans un coca sans sucre. Le coca sans sucre, bah, si on veut, il y a des édulcorants, mais il n'y a pas de sucre. Par contre, il reste acide. Donc, le coca, ça attaque les dents. Et bah, les agrumes aussi. Quelqu'un qui va nous grignoter des clémentines en continu en cette période-là, bah oui, il y a un risque d'attaque au niveau de l'émail. Donc, on va lui dire, bah, je préfère que vous mangez 2 clémentines en un quart d'heure, 20 minutes, plutôt que un quartier toutes les 10 minutes. Voilà, et qu'on se rince bien la bouche après pour éliminer l'acidité et le sucre. Et en fait, on peut voir que dans les bébés, même baby bio fabriqués en France, agriculture biologique, respectueux de l'environnement, etc., à partir de 6 mois, il est sucré. À quel moment ça existe, ça, en fait? Ça ne devrait pas exister, tout simplement parce que c'est mauvais pour l'enfant. C'est l'habituer à quelque chose de sucré, de transformé,
dès le début, dès 6 mois. Et le parent pense bien faire. Baby bio, sucré, fabriqué en France. Donc oui, il faut faire attention. Je suis désolée, le cercle n'est pas au bon endroit. Il faut faire attention à la notion sans sucre ajouté qui est vraie. Quand c'est marqué sans sucre ajouté, il n'y a pas de sucre. Le pain de mie, du pain de mie complet sans sucre ajouté, il n'y a pas de souci. Alors c'est mou, bien entendu, hein, mais complet sans sucre ajouté, c'est bon pour le corps. Et par contre, on peut se faire avoir aussi avec ça. La compote allégée en sucre, non. En fait, compote sans sucre, pas allégée en sucre. Il y a déjà le sucre du fruit. La compote, c'est déjà problématique en soi parce que c'est l'équivalent, pour ceux et celles qui ont déjà fait des compotes, pour avoir notre pot de compote, on met 15 pommes, quoi. On n'est pas censé pouvoir manger l'équivalent allez, j'exagère, de 5 pommes. C'est pareil pour les jus de fruits. Les jus de fruits vont être retirés de la dose journalière de fruits et légumes. Vous savez, manger 5 fruits et légumes par jour, les jus de fruits, on va les retirer de cette dose journalière parce que, en fait, le jus de fruits, c'est que la partie sucrée et acide du fruit. Donc, on perd beaucoup de choses. Donc, la diversification, quand on dit j'ai pas de dents, je peux pas manger d'aliments durs, si, en fait, avec nos gencives, on peut mastiquer dès le début. Il faut pour ça avoir un enfant qui sait se tenir assis avec support. À savoir que, bien entendu, on ne met pas un enfant assis en règle générale s'il ne sait pas s'asseoir, sauf pour la diversification alimentaire. Donc, on peut le caler avec quelque chose derrière le dos et on peut lui donner dès le début des aliments à manger. Et après, il y a des petites cuillères, par exemple, pré-remplies qui existent ou alors des cuillères toutes plates et l'enfant peut être en autonomie. Donc là, sur le deuxième, j'ai testé la diversification autonome, c'est-à-dire que depuis le début, cet enfant se nourrit seul. Il est content, hein. Voilà, donc ça en met un petit peu partout. Mais en fait, à 9 mois après, il est capable tout seul de manger ce genre de choses-là alors qu'il n'a que 2 dents. En fait, il a appris à mâcher avec ses gencives et à bouger sa langue pour optimiser sa mastication. Donc, ce n'est pas de la DME totalement parce qu'il y a eu de l'accompagnement, il y a eu du liquide quand même, mais il se nourrissait tout seul avec sa cuillère, avec le main-bouche, etc. Hop là, donc là, c'est une sélection d'aliments qu'on peut donner dès le début. Dès que l'enfant en fait a les capacités de faire le main-bouche et dès que l'enfant a le tonus pour rester assis pour éviter les risques d'étouffement, ce sont des morceaux qu'on peut donner. C'est une sélection faite par Amstouille. Alors Amstouille, c'est une diététicienne, qu'un docteur en nutrition, je crois, qui a fait un livre aussi sur l'alimentation du bébé de 0 à 2 ans. Elle parle des apports lactés, elle va parler des aliments et elle fait de l'accompagnement pour les familles pour justement faire de la diversification autonome. Elle a un compte Instagram et vous pouvez aussi avoir un compte de professionnel de santé avec accès à son blog. Alors elle a toutes ses recettes sans sucre et sans sel. Donc voilà, et donc après, dès que l'enfant valide cette étape-là, en fait, il peut passer à ce genre de choses-là à 9 mois. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable parce que l'enfant va vite manger comme le parent, bien que par contre, il faut être prêt et tout nettoyer après quand même, bien entendu. Et nous, ça va être important de faire travailler cette mastication dès le début, en fait, parce que si on reste sur des petits pots, on peut y rester très longtemps si on suit les recommandations industrielles. À savoir qu'à partir de 1 an, on considère qu'il faut 4 prises alimentaires, c'est-à-dire matin, midi, goûter et soir, sauf cas de maladie, sauf cas particulier, un enfant qui ne mange pas assez bien d'autres aliments, etc. Mais on essaye de limiter. Et donc, c'est là qu'une tétée, ça va être un repas en plus. Donc, s'il y a ces 4 repas-là et 4 tétées en plus, on est à 8 repas. Sauf qu'à chaque fois qu'on mange, il y a de l'acidité dans la bouche. Et à chaque fois, la salive, elle travaille pour faire en sorte que le pH redescende. Sauf que chaque acidité, c'est une déminéralisation de l'émail et donc un risque de carie. Voici un petit pot Bledy Chef 18 mois que j'ai ouvert spécialement pour vous. Voilà, ça ne donne pas envie, alors qu'à 18 mois, l'enfant est totalement capable de manger les pâtes bolo qu'on a juste en dessous. Donc, au niveau des recommandations, un repas, c'est bien que ça se termine par un verre d'eau. Bien entendu, on fait comme on peut quand c'est un bébé. Hein, s'il ne veut pas de boire de verre d'eau, on ne va pas le forcer non plus. Voilà, on essaye de donner les médicaments avant le brossage du soir. Le Doliprane, il n'y a plus de sucre normalement dedans. Mais tout ce qui est aérosol, ventoline, Fluixotide, ça assèche la bouche. Donc, on essaye de bien rincer la bouche, de brosser les dents après. On fait comme on peut pareil.
Après le brossage du soir, on essaye de ne pas avoir de repas. Donc là, c'est la théorie. Moi, en pratique, je lui brosse les dents et je lui donne le sein après parce que bah, je l'endors au sein. Voilà, mais on sait que quand il y a les autres choses qui vont bien, bah, il y a peu de risque d'avoir de caries. Santé publique France donne la recommandation de ne pas introduire du tout de sucre ajouté avant 18 mois. Ils veulent le passer à 3 ans. C'est très, très compliqué parce que les boudoirs 6 mois, il y a du sucre. Même le premier ingrédient est le sucre dans cela. Tout ce qui est compote et jus de fruits, c'est pratique, ça rend service, mais dès qu'on peut, on essaye de donner, désolé, il y a 2 fois marqué jus de fruits, dès qu'on peut, on essaye de donner des aliments, des fruits directement. Voilà. Et le biberon, on aime bien qu'il soit arrêté vers 1 an parce que la succion au biberon n'est pas optimale. Alors on se dit, ouais, c'est 10 minutes, c'est rien. Mais en fait, c'est 150 mouvements d'une langue qui comporte 17 muscles qui ne sont pas bons. Donc, il y a d'autres contenants qui peuvent exister. Dès le début, on peut même passer sur la paille hyper rapidement. On peut passer à la paille dès 5 ans. Alors, je suis désolée, la vidéo n'est pas optimale, mais il était dès 5 ans, dès 5 mois, il n'était pas coopérant spécialement. Là, je crois qu'il avait 4 mois et demi. Donc, on a une petite paille. On lui met dans la bouche. Il comprend que le liquide sort de là. Ça devait être de la soupe, je crois. Et hop, on lui met après dans la bouche. Et il boit à la paille. Bon, c'était le 3e essai vidéo. Il en avait un peu marre, le petit chat. Mais ça se fait hyper facilement. Hyper facilement, on peut amener un enfant à boire à la paille. Parce que c'est vrai que la soft cup, le dalle, etc., c'est quand même pas les systèmes les plus faciles. Mais quand on voit qu'ils peuvent boire avec une petite paille comme ça rapidement, ça rend service. Dernière recommandation, on va chez le dentiste. On est tous sans caries. Hein. Bah, déjà, on n'a pas de dents au début, donc on n'a pas de caries. Le but, ça serait de le rester, ça serait l'idéal, même pour nous, dentistes, de rester dans un avenir sans caries. Alors, il y a une petite diapo sur le lavage de nez, parce que le dentiste peut parler du lavage de nez. C'est hyper, hyper important d'avoir le nez dégagé pour pouvoir respirer par la bouche. Il y a différents systèmes qui existent. Au début, on commence souvent par les pipettes de sérum Phi. Sachez que le petit embout en silicone, là, il peut s'adapter sur la pipette de sérum Phi. C'est pratique quand même. Ça fait moins mal parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous mettre ça dans le nez, mais ça fait mal. Il y a le système Rhino-Horm aussi qui existe pour un enfant un peu plus coopérant. Hop, pardon. Âme sensible, s'abstenir aussi. Voilà. Encore une, mon chat. Je vais un peu vite sur la vidéo. Je vais beaucoup moins vite maintenant parce que ça crée une pression un peu trop importante dans la trompe de Stache avec un risque d'otite augmenté. Mais voilà, je vous la remets. Donc là, c'est du sérum Phi dans la pipette. Donc, il faut aller un peu plus lentement, mais ça dégage bien le nez chez un petit loulou qui ne sait pas se moucher. Donc, important de le faire. Nous, on a besoin que le nez soit dégagé pour que la respiration se fasse par le nez et pas par la bouche. Ça augmente aussi, ça améliore aussi le sommeil, c'est quand même pas mal. Dès qu'on a des dents, on peut aller chez le dentiste. Bien entendu, il faut trouver le dentiste qui accepte de nous recevoir. Si le dentiste vous dit ça ne sert à rien avant 6 ans, alors en fait, si, ça sert. Parce qu'à 1 an, on peut faire plein de choses. On peut repérer des mauvaises habitudes. On peut introduire le brossage s'il n'a pas été introduit. On peut parler de l'alimentation. On peut voir s'il y a un besoin d'orthophonie. On peut encourager l'allaitement s'il y a encore un allaitement. On peut regarder déjà l'articulé dentaire. On peut regarder s'il y a déjà des caries parce qu'il peut déjà y en avoir. On peut donner des conseils et on peut introduire un suivi sans situation d'urgence. Sachant que les situations d'urgence, elles peuvent arriver soit parce qu'on a une carie, soit parce que l'enfant tombe sur ses dents, ce qui arrive quand même assez souvent. Si pour sa première fois, il vient avec la gencive en sang, la dent qui pend, et que c'est son premier rendez-vous chez le dentiste, c'est quand même pas sympa. Donc, on peut aller chez le dentiste dès qu'on a 1 an. Si votre dentiste vous dit ça sert à rien, si le dentiste dit aux parents ça sert à rien, alors c'est dommage parce qu'il faudrait mieux dire je ne suis pas formée à le faire, mais je vous conseille, tel confrère, ça vaut le coup d'aller voir un pédodontiste qui est quelqu'un de formé dans la pédodontie et donc dans la prise en charge d'enfants. À 3 ans, on reçoit le bilan MT dents. Tous les 3 ans après, par la suite, on le reçoit à la grossesse, on va en parler juste après. Et après, tous les 3 ans, donc de 3 ans à 24 ans. Et normalement, pour 2024, c'est une super chose, ça va passer à tous les ans. C'est un examen pris en charge 100% par l'assurance maladie, j'ai l'impression de faire de la pub, avec la suite des soins qui est pris en charge aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Il faut par contre venir avec la feuille et avec la bonne carte vitale, celle qui correspond au numéro de sécu qui sera marqué en haut. Des fois, celui du papa, des fois, celui de la maman. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais voilà, donc très important. C'est un programme qui a vraiment la plus grande importance. Le bilan à 3 ans était essentiel. Et donc, vraiment, maintenant, on commence à prendre en charge des problèmes beaucoup plus tôt. Au niveau de la femme enceinte, elle reçoit ce papier environ vers le 4e mois de grossesse.
Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, il y a trop de risques de fausses couches et donc forcément, il y aurait trop de rendez-vous pris pour le bilan de grossesse qui ne serait pas du bilan de grossesse. Donc voilà. Donc elle reçoit cette fiche. Et sur cette fiche, il y a une petite partie conseil spécifique à la patiente. En fait, c'est toute la partie que le dentiste est censé expliquer à la patiente. Donc, ce n'est pas un rendez-vous de 10 minutes, ce n'est pas un rendez-vous de 20 minutes, c'est un rendez-vous d'une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. En fait, on est censé revoir avec la patiente tout ce qui est technique de brossage, comme on a vu au-dessus, le brossage entre les dents, le brossage des dents, tout ce qui est alimentation. On va le voir après, mais l'alimentation est changeante chez la femme enceinte. Le tabac, l'alcool, on peut parler des effets, bien entendu. Et après, on va s'intéresser à tout ce qui est chez l'enfant. C'est-à-dire le syndrome du biberon, on aura une petite diapo dessus juste après. L'introduction du fluor dès le plus jeune âge. La contamination croisée, si je mets quelque chose à ma bouche, il y a un risque de lui transmettre. Et l'hygiène chez l'enfant, plus la date de la première visite. À savoir que forcément, quand on dit tout ça sur un rendez-vous de 30-40 minutes à une femme enceinte, elle ressort de là, elle ne se souvient pas allez, un quart, elle se souvient d'un quart. Donc, le plus important, c'est savoir vers qui elle peut se tourner par la suite et si elle a des questions par exemple, si vous souhaitez y répondre, vous pouvez aussi y répondre. Les soins dentaires sont possibles chez la femme enceinte. Il n'y a pas de contre-indication, l'idéal étant la fenêtre au second trimestre, mais les soins dentaires sont possibles. Donc, on peut soigner sans problème, on peut faire des anesthésies. C'est juste que s'il y a des soins, des fois, qui sont trop importants et pas urgents, on peut les retarder. On peut retarder un éclaircissement aussi parce que ce n'est pas l'urgence du moment. Et il y a juste la pose d'amalgame qui est interdite, mais globalement, elle est plus recommandée. Et la dépose d'amalgame qui doit se faire sous champ. Dans l'amalgame, c'est le plombage qui ne contient pas de plomb, mais qui contient du mercure. Et la dépose d'amalgame qui doit se faire sous champ opératoire. Pourquoi pas au troisième trimestre? C'est parce que souvent, il y a la fatigue. Et puis, il y a aussi le décubitus dorsal qui fait que ça fait des malaises. Pour l'avoir testé au dernier trimestre, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Le tabac, ça a des effets sur la santé bucco-dentaire. Le tabac, au-delà de la mauvaise haleine, au-delà des risques de cancer, en fait, ça va entraîner une bouche sèche. La salive, elle a un rôle de protection des dents. On ne va pas avoir ce rôle de protection des dents. Ça va favoriser les caries. Ça va augmenter le risque de maladie de gencive parce qu'on ne va pas avoir la phase de gingivite, qui est la phase de signal du corps, comme quoi il y a un problème, en fait. Ah, ça saigne. Ok, ça saigne. Je vais voir le dentiste. Et en fait, chez les personnes qui fument, le sang va être en moins, enfin les vaisseaux vont être plus petits, il va y avoir une vasoconstriction des vaisseaux au niveau des papilles et donc elles vont pas saigner pour signaler qu'il y a un problème. Donc en fait on passe souvent au stade un peu plus élevé qui est directement la parodontite, donc un peu d'attaque osseuse. Ça va augmenter aussi l'attaque osseuse. Et donc tout ça, ça veut dire que le dentiste en fait il peut être impliqué dans l'arrêt du tabac vis-à-vis de la patiente. On peut accompagner un sevrage tabagique, on peut prescrire des substituts, des patchs, des pastilles, etc. Ou rediriger si on n'est absolument pas formé. Au niveau des maladies de gencives chez la femme enceinte, il y a un risque d'accouchement prématuré qui a été démontré. Je ne pourrais pas vous dire le mécanisme, je ne le connais pas, mais ça a été démontré. Vous, quand vous allez voir la femme enceinte, dès le début, nausées, vomissements, reflux, envie de sucre, envie d'acidité, grignotage, brossage de dents impossible, dentifrice pas supporté, les odeurs pas supportées, l'alimentation qui varie, la fatigue, l'oubli de se brosser les dents, pas la priorité, changement hormonal, augmentation du volume sanguin. Et tout ça, en fait, ça fait que ça va avoir des conséquences directes sur les dents. Si on a des vomissements, surtout on ne court pas vers sa brosse à dents. En fait, quand on vomit, c'est acide. Et quand c'est acide, ça attaque l'émail. Si je brosse directement avec ma brosse à dents, je suis sur un émail qui est attaqué. Et c'est encore plus délétère. Pareil quand on boit un jus de fruits, on évite de se brosser les dents directement après. Donc s'il y a des vomissements ou du reflux, on essaye de se rincer la bouche après, de prendre un chewing-gum sans sucre si on veut et d'attendre 30 minutes avant de se brosser les dents. En fait, même après chaque repas, il faudra attendre 30 minutes avant de se brosser les dents. On peut lui expliquer qu'on essaye de limiter au maximum les boissons sucrées et acides, ou en tout cas on les prend pendant le repas si on peut, avec une paille et un rinçage de bouche derrière. On essaye de maintenir les deux brossages. Si ce n'est pas le matin après le petit-déj parce qu'il y a trop de nausées, c'est un autre moment de la journée. Si ce n'est pas le soir avant de se coucher, même si c'est l'idéal, c'est un autre moment de la journée, mais on essaye de maintenir au maximum ces deux brossages-là. Si on a un réflexe nauséeux, on commence par le devant et puis on fait le derrière par la suite. Si le dentifrice est non supporté, on en met là où on peut le supporter. Si on ne le supporte pas du tout, on essaye de passer sur un goût plus neutre, voire un dentifrice sans fond qui souvent a un goût différent. Ou alors, on n'en met pas parce que le brossage mécanique est quand même la chose la plus importante.
Voilà. Il y a un point d'acupuncture qui existe juste ici qui permet de diminuer le réflexe nauséeux. Sinon, il y a de l'auto-hypnose qui peut fonctionner, bien entendu. Et vous pouvez aussi leur parler d'anticiper le rendez-vous chez le dentiste, surtout s'il y a beaucoup de vomissements. Ça peut être bien de faire le point, nous, avant qu'elles reçoivent le bilan du 4e mois. C'est hyper important d'avoir un suivi chez un dentiste régulier parce qu'en cas d'urgence, on est embêté. Mais sachez que tous les dimanches et jours fériés, il y a un système de garde qui existe. Vous appelez le 15, en tout cas dans la région, vous appelez le 15 dès le matin, parce que l'après-midi, vous n'aurez pas. Et vous êtes redirigé vers un dentiste au téléphone qui va faire le tri, qui va vous donner les coordonnées du dentiste de garde si cela est nécessaire. Ça peut servir pour vos patientes. Transmettez l'information parce que nous, quand on est garde, on aime bien avoir du monde aussi. Sinon, on est là pour rien. Les urgences que la femme peut vous expliquer, ça peut être du saignement. Donc, s'il y a du saignement, surtout, on continue à brosser, on renforce les mesures d'hygiène. On peut mettre un bain de bouche associé. Mais vraiment, s'il y a saignement, il faut nettoyer quand même. Il ne faut pas s'arrêter. D'accord? Avec la bonne méthode de la gencive vers la dent ou brosse à dents électrique, on la laisse poser. Si il y a une rage de dents, la dent qui fait pouf, pouf, pouf. Vraiment, à chaque pulsation du cœur, on sent la dent. C'est une rage de dents. Donc là, c'est rendez-vous chez le dentiste obligatoire. Là, il peut y avoir du. J'ai vu des patients qui mettaient du Doliprane dans la dent en morceaux, dans le trou de la dent, ça soulageait. On fait attention à l'essence de clou de girofle parce que c'est des huiles essentielles. Et donc, oui, quand on n'est pas enceinte, mais non quand on est enceinte. Donc voilà, l'abcès dentaire, consultation indispensable, mais sous antibiotiques généralement de notre côté. Et si ça descend et que c'est gonflé là et que ça empêche la déglutition, surtout, c'est les urgences. C'est même pas chez le dentiste, c'est les urgences directement, c'est antibiotiques en intraveineux généralement. S'il y a une blessure sur la langue, une dent qui casse, une blessure sur la langue, et ben c'est consultation pour limer. Ou sinon, système D, une petite lime à ongles sur la zone, ça marche et ça fera pas de mal non plus. D'accord? Donc voilà, mais c'est vraiment important d'avoir le suivi chez le dentiste. Donc quand vous pouvez voir la femme enceinte dès le premier rendez-vous, vous pouvez lui poser la question, est-ce que vous avez un chirurgien dentiste qui vous suit? Sachez qu'il peut y avoir des variations au niveau de votre bouche. Ça peut être intéressant de faire le point avec lui. Dans tous les cas, vous recevrez le bilan à 4 mois, mais si vous en ressentez le besoin, contactez-le avant. Petite partie très très rapide sur le syndrome du biberon qui fait mal au cœur, des bébés de moins de 2 ans qui ont la bouche dans cet état-là. Il faut savoir que là, les dents définitives qui vont sortir, elles ont un fort risque de se carier vu l'état général de la bouche. Les causes du syndrome du biberon, ça s'appelle plus tard le syndrome du Coca-Cola. Un endormissement avec un biberon sucré, des biberons de cacao en continu la nuit. Alors j'ai mis entre parenthèses le lait parce que en fait ça dépend de l'âge, mais c'est vrai que si un enfant a encore besoin d'apport lacté la nuit parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut dans sa diversification, on peut garder le lait la nuit avec les mesures d'hygiène mises en place. Allaitement à volonté au sein poursuivi au-delà de 1 an. Oui, au-delà d'1 an, il faut tenter d'introduire un rythme. On ne trempe pas la tétine dans du miel de la confiture. Et surtout, alors il y a le tabagisme passif qui a un impact parce que en fait, ça va entraîner une sécheresse buccale qui peut être chez l'enfant aussi. Et on a surtout la contamination parent-enfant. En fait, l'enfant, quand il va naître, il n'a pas les bactéries de la carie, mais il va les attraper par les parents, par les frères, par la crèche, par les sœurs, par tout le monde. Si les parents ont beaucoup de caries, on les met en garde, qu'on évite de transmettre ça et de donner ça à l'enfant. Donc voilà, donc les bactéries, dès qu'il y a des surfaces dures, paf, elles vont aller sur les dents pour aller les coloniser. Donc on évite de faire ah non, oh oui c'est chaud, tiens, ah bah non, attends, j'en un peu. Je te passe la cuillère. Non, ça on évite vraiment parce que là on transmet tout ce qu'on a dans la bouche. Si une tétine tombe par terre, on la met pas dans la bouche non plus pour la nettoyer. Alors, je sais bien que si l'enfant la réclame, c'est compliqué. Et puis, on évite d'embrasser sur la bouche directement, de transmettre nos bactéries. Voilà un petit peu pour ça. Pour aller plus loin, il existe le site Ma Bouche, Ma Santé de l'UFSBD. Vous avez plein de rubriques, s'informer, prévenir, traiter, etc. Des films aussi sur l'UFSBD sur différents sujets. Il y a du tabac, il y a du diabète, il y a la petite enfance, il y a le bilan des 3 ans, etc. Et il y a même des fiches conseils que vous pouvez télécharger pour votre salle d'attente sur la santé bucco-dentaire, les 1000 premiers jours, l'alimentation chez l'enfant, le brossage chez l'enfant, etc. Vous pouvez prendre un aperçu d'écran si vous voulez de cette petite fiche-là, qui peut être aussi une fiche que vous pouvez transmettre aux parents. Voilà. Et on a une petite partie questions-réponses si vous voulez. Je suis désolée, j'ai été très vite, mais il y avait un timing et on est bien.
Voilà, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Je sais pas toutes. Bah, c'est que c'était clair. Bah écoute, Charlotte, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'était très clair. Donc, je crois que c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de questions. Et bah, je pense que oui, voilà, dans nos pratiques, je pense que ça peut vraiment apporter des réponses et des conseils qu'on pourra donner. Voilà. Oui, alors c'était le but. J'espère avoir répondu à la problématique qui était de vraiment quel est votre rôle là-dedans, même si on est obligé de faire une partie qui parle des bases. Mais vraiment, c'est important parce que vous êtes les premiers interlocuteurs et interlocutrices en fait des futures mamans et elles se confient à vous. C'est-à-dire qu'à force de vous voir, elles se confient plus facilement à vous qu'au dentiste qu'elles voient une fois pendant le bilan. Oui, non, tu as répondu, je pense vraiment, je pense qu'on est toutes d'accord à ce qui est notre quotidien. Bon, bah écoute, merci à chacune. Avec des dentifrices conseillés. Je vais répondre dans le chat là du coup. Alors. Oui, on a une petite question sur est-ce que le diapo peut être partagé par la suite? Je ne sais pas, faut que je demande l'accord. Alors, s'il est partagé, quoi qu'il arrive, il y aura des photos en moins parce que je n'ai pas l'autorisation parentale de mon mari pour diffuser les photos de mes enfants. Voilà, et ils sont assez présents sur le diaporama. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà, je n'y vois pas Je pense que c'est d'inconvénient. possible, mais on va revoir sur l'aspect UFSB et tout. Mais oui. En tout cas, il a été travaillé pour les sages-femmes, il n'est que pour vous. Peut-être que ce serait intéressant de nous laisser juste la dernière. Oui, je la remets juste, je réponds dans le chat à ça. Et sinon, Marc. Hop, hop, voilà. Alors, la dernière diapo, qui était le petit résumé. Je ne vais pas, je retourne en arrière. C'est fini. Là. Non. Ça, celle-ci? Oui, merci. Et puis, petit rappel, bah, je vous encourage à remplir le questionnaire de satisfaction que vous allez recevoir. Et comme je le disais au début, je me répète un peu, mais peut-être certaines n'étaient pas encore arrivées. Cela nous permet aussi, nous, de connaître vos attentes, de voir ce qui vous convient et de pouvoir continuer à travailler pour faire avancer notre professionnalisme aussi. Voilà. Eh ben, je vous dis bonsoir à chacune, à chacun, et puis à très bientôt. Très bien. Beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir.